Bienvenue à cette 6e émission du cours Montréal en évolution qui portera sur les forces nouvelles qui vont amener l'urbanisation et l'industrialisation de l'agglomération. Mais avant de passer à ce sujet, je vais rappeler certains points qu'il faudrait retenir de l'émission précédente. Retenons d'abord que la guerre d'indépendance des colonies américaines va avoir deux conséquences sur Montréal. En premier lieu, elle va orienter le commerce des fourrures vers le nord-ouest du continent. Deuxièmement, elle va favoriser l'établissement des loyalistes en aval de Montréal, le long du fleuve et de la rive nord des Grands Lacs, ce qui va favoriser le développement du port. La Compagnie du Nord-Ouest, cette compagnie de fourrure qui est son siège social à Montréal, va partir à la conquête du reste du Canada à la recherche de territoires, d'animaux de fourrure, ce qui va avoir comme inconvénient d'agrandir les distances pour amener ces fourrures à Montréal, avec le résultat que cette compagnie va être absorbée en 1821 par la Compagnie de la baie d'Hudson et que le commerce de fourrure va prendre désormais la voie de la baie d'Hudson. Conséquence pour Montréal, conséquence quand même pas tellement importante parce qu'en même temps, le port se développe grâce au commerce que font les loyalistes du Haut-Canada, commerce dans le bois, commerce du blé et qui transitent par Montréal. Durant cette période, c'est la ville des grands marchands qui établissent des domaines champêtres. Leurs domaines, à l'époque, sont en périphérie, mais ils se trouvent aujourd'hui presque au centre-ville. On a donné l'exemple du domaine de M. McGill, qui est devenu le campus de l'Université McGill. L'influence sur l'architecture, c'est le classicisme en Grande-Bretagne comme en France. Alors, en Grande-Bretagne, évidemment, c'est direct. En France, les gens d'ici se rappellent ce grand classicisme français et essaient de le perpétuer, notamment dans l'architecture des églises. Du point de vue de l'aménagement, il faut retenir durant cette période le plan des commissaires McGill, Richardson et Mondelez, qui est fait à l'occasion de la démolition des vieux murs de fortification. Il s'agit d'un plan d'embellissement qui présente beaucoup de qualités. On lui doit actuellement plus ou moins la rue de la Commune, ça veut dire cette terrasse qui avait été proposée devant le Vieux-Montréal. On lui doit la place Diouville, la dimension des rues Saint-Antoine et McGill actuellement, le prolongement de la rue Saint-Jacques, les rues Champ-de-Mars et la ruelle des Fortifications. On lui doit surtout le square Victoria que nous connaissons, le Champ-de-Mars et la place Jacques-Cartier. Durant les années de transition, dans les faubourgs apparaissent, surtout d'un point de vue urbanistique, les squares. Parmi ceux qui restent encore, Signalon-Vigée, Chaboillé et Richemont. Les faubourgs, vous les connaissez déjà, ils se développent davantage. Saint-Laurent, Québec, un nouveau faubourg Saint-Antoine, Récollet qui existait déjà et Griffintown, un faubourg qui va accueillir les Irlandais. C'est le début aussi, durant ces années de transition, des infrastructures publiques. L'aqueduc avec des tuyaux d'abord en bois, par la suite en fonte, l'éclairage public des rues, la constitution des brigades pour combattre le feu et les premières brigades de police. D'un point de vue de l'architecture, l'architecture vernaculaire, cette architecture qui s'adapte, cette architecture du pays continue, tandis qu'il y a de très bons exemples d'architecture académique avec la première banque de Montréal, la première cathédrale anglicane Christchurch, la douane, la maison de la douane et l'église Notre-Dame. On a insisté sur l'importance de l'architecte John Hostel, qui aura une carrière prolifique au 19e siècle, et l'importance de sa douane, qui était le premier bâtiment qu'il construisait à Montréal et qui reflétait tous les éléments de l'architecture néoclassique. La douane également reflétait l'importance du port et de cette ville qui commençait à se spécialiser. Enfin, on a parlé de l'église Notre-Dame, qui est le monument clé durant cette période, de l'architecte James O'Donnell, qui était un Irlandais immigré aux États-Unis, en style néogothique. Ce n'était pas nécessairement le premier bâtiment en style néogothique, mais c'était la première structure de cette taille en style néogothique, qui a beaucoup impressionné par son échelle et par sa capacité de symbole, de refléter le retour de cet âge médiéval. Ce monument-là va signifier la mort de la tradition
de la tradition classique architecturale, la mort de l'architecte artisan, celui qui concevait et qui faisait les bâtiments, et va nous introduire à l'architecture victorienne, qui sera l'objet de notre analyse pour cette émission et les émissions qui vont suivre. Alors aujourd'hui, c'est le début de l'étude de la période industrielle, ça veut dire la deuxième partie de l'histoire de Montréal qui va de 1840 à 1950. C'est une période absolument importante et absolument clé. C'est l'âge d'or du Montréal que nous connaissons. Il y a une nécessité de comprendre les forces, les facteurs et les influences qui vont être à l'origine de cette urbanisation et de l'industrialisation de Montréal, ainsi que des nouveaux patrons d'occupation du sol, comme il y a nécessité de comprendre les influences culturelles qui vont marquer l'architecture durant cette période, et ce sera l'objet du présent cours. Au 19e siècle, la révolution dans les moyens de transport va mettre davantage en valeur la situation géographique exceptionnelle de Montréal. En 1809, le navire Accommodation est le premier navire à vapeur à sillonner le Saint-Laurent. C'est la famille Molson qui l'a fait construire et il fait la navette entre Montréal et Québec. Le navire à vapeur va montrer que la voie du Saint-Laurent peut être rentable comme voie commerciale, ce que la navigation à voile n'avait pas réussi à prouver, tout simplement parce que le fleuve est difficile à naviguer. Et deuxièmement, devant Montréal, il y a les courants Sainte-Marie qui fait que les bateaux ne pouvaient pas remonter facilement vers le port. Il y a même des exemples de bateaux qui sont restés, disons, devant les courants Sainte-Marie, faute de vent favorable, et qui ont été obligés de retourner vers l'Europe sans avoir pu débarquer leur cargaison à Montréal. Donc, la navigation à vapeur permet vraiment, à ce moment-là, de se rendre jusqu'à Montréal. L'utilisation des navires à vapeur va être le signal des grands travaux de l'amélioration de la voie du Saint-Laurent comme voie navigable. Ainsi, en 1825, le canal de la Chine est inauguré. Il va être agrandi en 1836-1837 et encore agrandi de nouveau en 1844. Il va éliminer les rapides de la Chine, ça veut dire qu'il va permettre aux navires de rivière de se rendre jusqu'au port de Montréal pour prendre les cargaisons qui sont laissées là par les navires de mer. On peut voir d'ailleurs les écluses de ce canal de la Chine vers 1880. C'est une photo de M. Lottmann. Et nous avons une autre vue d'un photographe inconnu vers 1890. Dès 1848, les canaux ainsi que le creusage du canal du fleuve sont réalisés tout le long du fleuve Saint-Laurent, avec le résultat que le fleuve est navigable par les bateaux à vapeur de l'Atlantique au Grand Lac. Et le premier océanique à vapeur, le SS Genova, va venir à Montréal de façon triomphale en mai 1853. Alors on se rend compte là, qu'il y a un progrès totalement considérable, à un demi-siècle, dans la navigation à vapeur. Évidemment, la navigation à vapeur met en valeur la situation géographique de Montréal, mais aussi force le développement du port. Au début du 19e siècle, le port, ce n'est qu'une plage boueuse en face de la place du marché. Mais les progrès vont être très rapides là encore. En 1842, il y a 1 000 de quais de pierre devant Montréal. En 1850, 2000. En 1877, il y a 4000 de quais de pierre installés devant Montréal. Ça veut dire à partir de l'entrée du canal de la Chine jusqu'à la rue Frontenac environ. On peut d'ailleurs voir deux photographies du port à cette époque, photographies dues au grand photographe Lottmann, une première prise en 1844 et la seconde prise à peu près dans les mêmes années. Donc, à la fin du 19e siècle, malgré que la saison du port soit environ de 6 à 7 mois, le port de Montréal accueille environ 1 millier de navires par année. C'est le deuxième port en Amérique en importance après New York. Au début du 20e siècle, suite à une stratégie pour faire de Montréal le port d'exportation du blé, grâce à la construction des ébatteurs à grains et à l'agrandissement de ceux qui sont déjà là, le port de Montréal devient le plus grand port intérieur au monde, du moins le port intérieur au monde, qui a le plus d'activité. On se rend compte qu'il y a là un développement très important du port de Montréal.
Mais les chemins de fer vont jouer un rôle aussi très important. Le transport par chemin de fer sera autant au Canada qu'en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis la réalisation technique par excellence de la période victorienne, de cette période du 19e siècle. Donc, parallèlement à l'amélioration des voies navigables, le chemin de fer va devenir l'élément déterminant du destin national de Montréal. Pourquoi? Parce que le chemin de fer permettait d'atteindre des régions qui n'étaient pas accessibles par les voies navigables. Prenez tout le cas des grandes plaines de l'Ouest qui produisaient le blé. Prenez le cas de la côte ouest canadienne. Et deuxièmement, et surtout, le chemin de fer compensait pour le gel des voies navigables. Au début du 19e siècle, l'économie de Montréal s'arrêtait presque durant l'hiver parce que le port n'était pas actif. Le premier chemin de fer de toutes les colonies britanniques, qui va s'appeler le Champlain et Saint-Laurent, va être réalisé en 1836 et va relier la petite ville de Saint-Jean à la Prairie. Pourquoi qu'on fait ce chemin de fer sous la rive sud de Montréal? C'est tout simplement parce qu'on veut favoriser les relations entre Montréal et New York. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce premier chemin de fer dans la colonie apparaît exactement 6 ans après le premier chemin de fer de l'histoire qui va relier Manchester et Liverpool en Grande-Bretagne dans les années 1830. Le deuxième chemin de fer à Montréal, il est sur l'île, celui-là, apparaît en 1847 et va relier Montréal à la Chine, donc va être parallèle au canal. En 1853, une compagnie très importante, le Grand Tronc, fait un chemin de fer qui relie Montréal à Portland dans le Maine. Donc, pour la première fois, Montréal va être relié à un port libre de glace l'hiver, ce qui va permettre aux cargaisons de monter vers Montréal grâce au train et assurer une économie 12 mois par année. En 1856, la même compagnie fait un chemin de fer qui relie Montréal à Toronto. En 1876, une nouvelle compagnie, l'Intercolonial, va faire un chemin de fer important qui va relier Montréal aux provinces maritimes. Et en 1887, le premier chemin de fer intercontinental, celui du Canadien Pacifique, parce qu'il y aura 2 chemins de fer intercontinentaux, il y aura par la suite celui du Canadien national, mais celui du Canadien Pacifique là, est terminé en 1887 et permet de relier Montréal à Vancouver. Et les gares que vous avez à Montréal, les gares du Pacifique canadien, la gare Vigée et la gare Windsor, vous connaissez la gare Vigée, elle a été construite devant le square Vigée et la gare Windsor a été construite devant le square Dominion, appelé aujourd'hui Dorchester. Et c'est très symbolique de voir ces gares-là qui sont construites devant des squares. Alors, ces gares-là deviennent le symbole de Montréal comme plaque tournante du réseau ferroviaire canadien. Ça veut dire qu'à cette époque, Montréal est vraiment la ville charnière entre l'Est et l'Ouest, grâce au transport maritime, grâce au chemin de fer, et ça devient Montréal comme cœur du pays. Montréal est aussi au cœur des lignes ferrées ou des lignes ferroviaires secondaires, celles qui vont vers Québec, qui vont vers Joliette, qui vont vers Saint-Jérôme, qui vont vers Hull, qui vont vers Valleyfield et d'autres endroits. On peut d'ailleurs voir à l'écran une carte de ces lignes ferroviaires, celles qui ont un trait plus épais, dont le long du fleuve et qui traversent sous la rive sud au pont Victoria. Nous parlerons tout à l'heure de ce pont-là. Ça, c'est le réseau national, tandis que celles qui sont représentées par un trait plus fin correspondent davantage au réseau secondaire, à ce deuxième réseau dont Montréal est le cœur. Donc, on peut dire là qu'il y a un progrès énorme dans un demi-siècle qui se fait pour les chemins de fer comme il s'était fait pour la navigation à vapeur. La révolution dans les moyens de transport est combinée à d'autres facteurs tels que les ressources naturelles, tels que les ressources humaines, on va en parler tout à l'heure, tels que les ressources financières, comme vont nous apporter les capitaux britanniques, va devenir déterminante dans l'industrialisation rapide de Montréal. Une chose qu'on peut dire, c'est que sans les transports par chemin de fer, sans les transports par les bateaux vapeur, l'industrialisation n'aurait pas pris une place prépondérante à Montréal, mais on sait très bien
bien que dès 1870, l'industrie est le principal facteur des activités économiques de Montréal. Pourquoi que les transports par chemin de fer, les transports par bateau-vapeur vont devenir si importants? C'est qu'à l'époque, au 19e siècle, le charbon et le fer sont les deux matières premières qui conditionnent l'économie. Et comme vous le savez, contrairement à d'autres villes, Montréal était dépourvu de charbon et de fer et dépendait de ces transports pour amener ces matières premières dans l'industrie. Deuxièmement, les autres matières premières qui vont être transportées à Montréal et qui vont être entreposées vont être aussi, disons, transformées. Prenez, disons, la question des grains qui vont être transformés dans les brasseries, pensez aux brasseries des Molson, dans les distilleries, dans les minoteries, pensez à cette famille Ogilvy qui va devenir les minotiers les plus importants du pays. Pensez au transport du sucre qui va être raffiné dans la raffinerie de John Redpath, au canal de la Chine, dont il reste d'ailleurs des vestiges. Regardez maintenant la question du pétrole dans l'est de l'île, ce pétrole brut qui est apporté par les bateaux et par les chemins de fer et qui est transformé à Montréal. Donc, les transports vont jouer un rôle important. C'est sûr que l'industrie va favoriser beaucoup d'emplois, mais il va y avoir aussi beaucoup d'emplois reliés directement, disons, aux chemins de fer et aux bateaux à vapeur, bon, dans le transbordement et la manutention des matières premières. L'emploi dans la conception, dans la construction et dans l'entretien de ces nouveaux moyens de transport. Par exemple, les chantiers maritimes le long du canal de la Chine, le long du fleuve, les usines de métallurgie, les usines de fabrication et d'entretien du matériel roulant, bon, celles du Grand Tronc à Pointe-Saint-Charles et les usines Angus à Rosemont. Toutes ces usines-là, reliées à ces nouveaux moyens de transport-là, vont donner également beaucoup d'emplois. La révolution dans les moyens de transport et communication interurbains, ça veut dire le navire à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, va engendrer une force centripète qui va concentrer à Montréal les activités économiques. Donc, Montréal devient un puissant pôle d'attraction pour les immigrants. À la même période, les nouvelles sources d'énergie et les progrès techniques favorisent la division et la coopération du travail, ce qui favorise la concentration de la main-d'œuvre dans les villes. Donc, la concentration de la main-d'œuvre dans les villes va stimuler aussi l'activité d'échange et de services et va se retrouver à créer d'autres sources d'emploi, lesquelles vont aussi attirer d'autres immigrants. Donc, vous avez une accélération de l'urbanisation. Pour la première fois, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, l'équilibre est rompu entre la population urbaine et la population rurale, entre l'habitat groupé, donc l'habitat de ville, et l'habitat desserré, donc l'habitat de campagne. En 1825, Montréal et Québec, là, qui sont les deux villes principales de l'Amérique britannique, ne comptent que 5 de la population. En 1851, si on prend uniquement la province de Québec, la population urbaine est de 14,9 En 1891, on est rendu à 23,8 En 1901, 36,1 En 1910, 44,5 Et en 1921, on dépasse le 50 on est rendu à 51,8 Ça veut dire que la population urbaine va doubler en 40 ans. Rappelez-vous qu'en 1881, c'était 23,8 De toutes les villes de l'Amérique britannique, Montréal connaît le plus grand accroissement de population. Prenons un exemple. Dans les premiers 70 ans là, qui suivent la conquête, ça veut dire de 1761 à 1831, l'accroissement n'est que de 21 797 personnes. Et ça comprend l'immigration et l'accroissement démographique. Dans les 70 ans suivants, de 1831 à 1901, l'accroissement est de 300 000 personnes. Donc, ça comprend, si vous voulez, l'accroissement démographique, mais surtout la part des immigrants. On ne pourra pas expliquer, disons, cette croissance de 300 000 uniquement par l'accroissement démographique. Quels sont les immigrants? Beaucoup viennent des îles britanniques, en 3 vagues principales.
La première vague, c'est vers 1820. Ce sont surtout des soldats qui sont démobilisés après la guerre napoléonienne et qui ne trouvent pas d'emploi et qui viennent en Amérique chercher fortune. La deuxième vague, dans les années 1830, c'est une crise économique profonde en Europe et il y a beaucoup d'immigrants, des gens qualifiés, des gens audacieux qui viennent faire fortune au Canada et aux États-Unis. Et la troisième vague, c'est dans les années 1840, là c'est le contraire, ce sont les Irlandais qui sont chassés par la famine. Donc on va avoir les deux extrêmes comme immigrants, à la fois des gens très capables et à la fois des gens plutôt pauvres. Parmi les gens ambitieux et capables, bon, il y a surtout les Écossais, et je vais donner quelques exemples sans qu'ils soient nécessairement, disons, écossais. Monsieur John Redpath, entre autres, et qui est contremaître dans la construction de l'église Notre-Dame. Alors l'église Notre-Dame, c'est le plus gros bâtiment là, en Amérique à l'époque. Il est l'entrepreneur du pont de Victoria aussi, disons, c'est un chantier absolument exceptionnel. Et pas satisfait de ça, il devient raffineur de sucre avec ses industries et il est un grand philanthrope. McGill, l'Université McGill va d'ailleurs avoir le musée Redpath qui va venir d'un de ses dons. Il y a la famille des Ogilvy qui sont des fermiers d'abord à la côte Saint-Michel et qui deviennent les minotiers les plus entreprenants de tout le Canada. Vous avez Sir William MacDonald qui, lui, se lance dans le tabac. Marquez bien qu'il réprouve l'usage du tabac, mais quand même, il y a des manufactures de tabac. Et c'est un grand mécène pour l'Université McGill. Celui qui est le plus riche, qui a le mieux réussi, c'est peut-être Hugh Gallen, qui va fonder la Montreal Ocean Steamship et la Compagnie du Canadien Pacific Railways. Il a sa résidence sur l'avenue des Pins, Ravenscrag, et cette résidence montre bien là, tout le succès qu'il a connu dans sa vie. Et parallèlement à ces riches, bon, il y a les affamés et les démunis. Surtout les Irlandais qui sont chassés par la famine de 1845-46. Vous savez, cette maladie de la pomme de terre qui fait qu'il n'y avait pas d'autre choix que quitter l'Irlande. Ces gens-là viennent à Montréal, ils sont presque mourants lorsqu'ils arrivent et vont s'installer dans un secteur assez particulier entre la rue de Bleury et le boulevard Saint-Laurent, au nord de Vigée. Ce secteur-là, à l'époque, s'appelle le Petit-Dublin. Ils s'installent aussi à Griffintown, on en a déjà parlé. Ils seront employés comme journaliers. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés dans l'industrie. Donc, ils vont creuser les canaux, ils vont être journaliers pour le pont Victoria, ils vont être hommes à tout faire dans les chantiers navals du canal de la Chine. L'immigration plus variée va venir vers la fin du 19e siècle, avec les Juifs qui viennent de Russie, entre autres, les Italiens, les Chinois. Certains de ces groupes vont créer des quartiers spécifiques. C'est le cas des Chinois, et ça pour une bonne raison. Vous savez que les Chinois ont été attirés par la construction du chemin de fer dans l'Ouest canadien et ce fut des travaux, disons, très dangereux. On dit d'ailleurs qu'il y a un Chinois de mort par 1000 de chemin de fer. Mais ils vont devenir trop nombreux pour la population blanche de l'Ouest et le Canada, malheureusement, va faire des lois pour empêcher que ces gens-là regroupent leurs familles au Canada. Alors, ils vont se sentir menacés et ils vont commencer à se déverser vers l'Est canadien, cherchant dans chacune des villes des lieux délabrés pour ne pas être trop visible. Alors, à Montréal, ils vont s'installer sur la rue de la Gauchetière. Il y a aussi une immigration qu'on oublie trop souvent. Il s'agit de l'immigration rurale. Cette immigration étrangère est complétée par cette immigration rurale. Des ruraux canadiens français qui étaient autour dans la plaine et qui vont venir à la ville attirés par l'industrie. L'ordre de grandeur, on ne peut pas les comptabiliser parce qu'on ne comptait pas les ruraux qui venaient à la ville, mais on sait que cette immigration-là dépasse toutes les autres réunies. Ce qui explique que la Grande Plaine de Montréal va avoir moins d'habitants en 1931 qu'elle n'avait en 1861, et que Montréal, qui était majoritairement britannique en 1840, devient majoritairement française en 1870, ça veut dire parce qu'elle a reçu cette immigration. Cette immigration rurale va expliquer le grand essor de l'industrie manufacture et son caractère. Pourquoi? Parce qu'après la conquête, les Canadiens français sont repliés dans les campagnes. Ils ont été encadrés par des paroisses et des églises qui vont enseigner le mépris des richesses. Ils n'ont pas tellement d'instruction, ils n'ont pas de connaissances techniques, donc ce sont une main-d'œuvre absolument idéale pour les capitalistes parce qu'ils ne commandent pas de hauts salaires. Donc, ça fera une industrie de bas niveau technique, de bas salaire, l'industrie des biens de consommation courante, fabrication des aliments, fabrication des vêtements. Donc, on va retrouver ces Canadiens français-là dans les minoteries, dans les raffineries, dans les brasseries, dans les textiles, dans les bonneteries, dans les chaussures, dans le tabac et autres types d'industries semblables.
Évidemment, parmi les nouveaux venus qui arrivent en ville à ce moment-là, il y a des gens qui ont beaucoup d'esprit d'initiative, qui vont lancer des entreprises nouvelles et qui parfois vont faire fortune en l'espace de quelques années. Mais c'est nettement une minorité. La majorité des Canadiens français qui arrivent à Montréal n'ont pas de formation et ils vont devoir occuper les emplois les moins qualifiés, comme ceux de débardeurs dans le port, de journaliers dans la construction ou les transports, ou d'ouvriers dans les différentes usines qui sont en plein développement dans la ville, que ce soit dans le secteur du canal de la Chine, dans l'est, du côté d'Hochelaga, dans des secteurs comme le tabac, les aliments, les vêtements et les autres industries manufacturières légères qui font appel à de la main-d'œuvre peu qualifiée. Ces deux immigrations, l'immigration des Britanniques, surtout l'immigration des riches, et l'immigration rurale, surtout les Canadiens français, vont être à l'origine des deux fameuses solitudes qui vont être caractéristiques de Montréal. Ainsi, cette ségrégation sociale n'est pas propre à l'époque à Montréal. La ségrégation riche-pauvre est un phénomène universel dans les villes du 19e siècle. Ce qui va être propre à Montréal, c'est une ségrégation à la fois riches et pauvres, mais une ségrégation aussi linguistique et culturelle. Bon, on sait très bien que la grande bourgeoisie, celle qui va avoir les capitaux et qui va être riche, va être anglophone. La bourgeoisie régionale, elle, va être un peu de francophone, mais surtout anglophone. Et pour le reste, les pauvres, ce sont les Irlandais, on vient d'en parler, mais la grande majorité, ce sont des Canadiens français. Donc, vous avez une ville divisée là, entre riches et pauvres. Et c'est surtout le symbole là, Westmount riche, Westmount la montagne de l'environnement. Et vous avez Saint-Henri pauvre, là, c'est le lieu de misère. Et entre les deux, la frontière, c'est notre boulevard Saint-Laurent qui, elle, cette artère, va absorber l'immigration étrangère, va absorber les populations mixtes. Et ce fameux phénomène d'une ville divisée entre des riches et des pauvres, entre des Canadiens français et des Anglais, entre des cultures et des langues, prend naissance à ce moment-là. Le port et le canal de la Chine vont contribuer de plusieurs façons à façonner l'axe lourd de développement économique et de structuration spatiale de l'agglomération montréalaise. D'abord, ils attirent le chemin de fer qui assure des communications terrestres parallèles aux communications maritimes. Ainsi, la première ligne de chemin de fer qui est réalisée sur l'île montréalaise est le chemin de fer entre Montréal et la Chine pour doubler le canal. Alors, les navires et les chemins de fer amènent à Montréal les deux matières premières les plus essentielles de la période industrielle, à savoir le charbon et le fer. On sait que le charbon est absolument essentiel au fonctionnement de la machine à vapeur. Le fer, par contre, va rentrer dans l'industrialisation de nombreux produits. Et les industries qui vont faire une large consommation de ces matières vont avoir tendance à s'installer à leur point d'arrivée. Ce qui explique que, entre autres, comme exemple, les ateliers du Grand Tronc qui s'occupent de la fabrication et de l'entretien du matériel roulant vont s'installer près de Pointe-Saint-Charles, donc près du fleuve. Et que la Dominion Bridge, qui fabrique de l'acier de structure, va s'installer le long du canal de la Chine. Le chemin de fer et les navires apportent également d'autres matières pondéreuses, à la fois pour l'entreposage et pour la transformation. Alors, ce n'est pas surprenant que les élevateurs à grains et les entrepôts s'installent le long du port et s'installent le long du canal de la Chine. De même, les minoteries ou encore les usines de raffinage de sucre, par exemple, vont s'installer le long des mêmes axes de transport. Et enfin, en fait, tout ce transport qui constitue l'industrie, donc très importante à Montréal, la fabrication du matériel roulant et flottant est très présente le long du port et du canal de la Chine, comme en témoignent les chantiers maritimes ou encore les usines de fabrication de wagons et d'engins. Donc, on se rend bien compte que le port contribue d'une façon exceptionnelle à l'économie de Montréal, mais aussi à la structure même de l'agglomération. Alors aujourd'hui, avec l'ouverture de la voie maritime, le développement de d'autres moyens de transport, dont les avions,
Avec le déplacement dans le monde des pôles de commerce, on sait que le port rend un service un peu différent et contribue moins à l'économie montréalaise. Et aussi, il y a beaucoup de transformations dans cette industrie des transports. On voit que ce sont les containers qui remplacent graduellement les matières en vrac, telles que le charbon ou le fer. Mais il demeure encore que le port agit sous la structure spatiale de Montréal en attirant, entre autres, les grandes infrastructures routières qui ont tendance à remplacer graduellement le chemin de fer. On vient de voir que le port et le canal de la Chine remplissent, au cours de la période industrielle, un rôle complémentaire dans le développement de l'économie et dans le développement de la structure spatiale même de l'agglomération montréalaise. Ainsi, si le port attire et accueille les bateaux de haute mer et facilite l'entreposage de ces cargaisons, c'est bien le canal qui permet aux bateaux fluviaux de prendre ces cargaisons et de les transporter vers le cœur du continent et vice-versa. Le canal en lui-même, parce qu'il constitue une artère exceptionnelle de circulation et parce qu'il fournit une énergie hydraulique précieuse, attire des usines. À l'exemple de l'usine de raffinage de sucre de l'Arrêt de Pâte et à l'exemple de Corticelli. Les usines attirent à leur tour la main-d'œuvre et c'est en périphérie du canal de la Chine que se développent les premiers quartiers industriels de Montréal. Il s'agit de Sainte-Anne, Saint-Gabriel, Saint-Cunégonde, Saint-Henri et Côte-Saint-Paul. On a dit que le canal de la Chine, durant cette période, constitue la première et la plus importante vallée industrielle du Canada. L'utilisation même du mot « vallée » traduit bien le rôle structurant qu'il a dans l'organisation spatiale de l'agglomération. Évidemment, tout ceci ne s'est pas fait du jour au lendemain. On sait que les Sulpiciens avaient songé dès 1689 à contourner les rapides de la Chine avec un canal, une tentative qui va avorter. Une deuxième tentative a lieu en 1819 et on ne fait que les travaux préliminaires. Ce n'est qu'à partir de 1821 qu'on creuse pour de bon le canal de la Chine, tout simplement parce que le gouvernement impérial y voit un avantage militaire. Et en 1825, il est inauguré. Il possède 14 mètres et demi de large, mais uniquement 1,5 mètre de profondeur. Évidemment, ce ne sera pas suffisant. Et en 1836-37, on l'élargit à nouveau et on le creuse plus profondément. Encore là, ce n'est pas suffisant. En 1844-46, on l'élargit encore et là, on lui donne une profondeur de 3 mètres. Et enfin, ce serait en 1875 que le canal va atteindre la forme et le gabarit d'aujourd'hui. Ça veut dire 4 mètres et demi de profondeur. Si l'industrie lourde qui se développe le long du fleuve et du canal de la Chine constitue l'axe lourd de développement économique de Montréal, l'industrie légère qui se développe dans les anciens faubourgs, principalement celui de Saint-Laurent, constitue l'axe léger de développement démographique tel qu'on peut le voir à l'écran. L'industrie de consommation courante, comme la fabrication des vêtements, qui dépend peu des transports par navire ou par rail, trouve dans les quartiers à la fois la main-d'œuvre et à la fois le marché nécessaire à sa progression. Ainsi, un ancien faubourg, Saint-Antoine, devient le principal centre de fabrication de la chaussure. En 1871, le faubourg a 23 925 habitants. En 1911, il a 48 638 habitants et commence à déborder vers Côte-des-Neiges, vers Côte-Saint-Antoine, vers Notre-Dame-de-Grâce, qui vont devenir des municipalités autonomes à partir de 1881. L'ancien faubourg Saint-Laurent devient le centre de l'industrie de la confection. Il est subdivisé en quartiers. Quartier Saint-Laurent, quartier Saint-Louis, quartier Saint-Jacques. Le boulevard Saint-Laurent lui-même est le premier à escalader la terrasse Sherbrooke qui va être suivi par De Bleury, Saint-Urbain et Saint-Denis. L'ancien faubourg de Québec, qui s'appelle maintenant Sainte-Marie, devient un lieu de manufacture de chaussures et de tabac. Sa population est de 13 695 personnes en 1871 et il est rendu à 54 910 personnes en 1911. Ancien patron d'occupation du sol. Il y a aussi d'autres facteurs, tels que, premier facteur, le progrès technique dans les infrastructures publiques. Les tuyaux de fonte et de fer remplacent les tuyaux de bois pour les aqueducs, les égouts, et l'éclairage au gaz devient de plus en plus fréquent sous les grandes artères. Il y a aussi le démembrement de la fameuse paroisse de Montréal, cette paroisse qui est restée unique jusqu'en 1865, et Monseigneur Bochette, en 1865, la démembre, donc permet la création d'autres paroisses. Et en 1867, 2 ans après, il y a 8 nouvelles paroisses à Montréal. C'est Saint-Jacques, Saint-Patrice, Notre-Dame-de-Grâce,
Saint-Enfant-Jésus du Mile End, Saint-Henri, la Nativité d'Hochelaga, Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Brigitte. Et la loi des corporations municipales en 1876 va permettre aux paroisses de s'incorporer comme municipalité civile, ce qui va accentuer la décentralisation parce que ces nouvelles municipalités vont pouvoir donner quelques services publics. Il y a aussi, comme troisième facteur, les nouveaux moyens de transport public qui vont favoriser l'éclatement des anciens patrons d'occupation du sol. Ainsi, en 1861, il y a un service d'omnibus à chevaux, donc des voitures qui sont traînées par des chevaux, qui est mis en service, s'appelle le Montreal City Passenger Railways. Et dès 1888, ce système relativement sommaire transporte quand même 8,5 millions de passagers par an. En 1892, il est transformé en système de tramway électrique. C'est la Montreal Street Railways. Alors, ce système-là est rapide et il est régulier dans toute saison. Et on voit immédiatement qu'il transporte beaucoup plus de passagers, 17 millions de passagers dès sa première année de service. On voit d'ailleurs à l'écran une photo de M. Notman représentant un tramway électrique en 1895 devant le magasin Morgan. Et Montréal va être relié par tramway vers des lieux plus éloignés, sont les lignes régionales. Ainsi, Montréal va être relié par tramway à la Chine, au Sault-Récollet, à Maisonneuve et à la municipalité du Bout-de-l'Île. Le transport public et le téléphone qui apparaît en 1869 va favoriser le développement des banlieues résidentielles. Westmount, qui a 3 000 personnes en 1891, en a 14 579 en 1911. C'est le début d'Outremont. Et même les municipalités industrielles éloignées vont commencer vraiment à en profiter. Exemple, Maisonneuve, qui a 65 168 personnes en 1901 et dont la population triple presque à 170 998 en 1911. Verdun, qui est éloigné, lui, des activités là, de Montréal et qui était inondé, devient prospère dès qu'il y a une digue qui protège la place et qu'il y a des transports publics. 296 personnes en 1891 et 11 629 en 1911. On peut voir d'ailleurs sur une carte là, la reproduction de ces occupations du sol. Les quartiers ouvriers sont des quartiers industriels sont en gris et les quartiers résidentiels sont en bleu-vert. Que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Canada, la ville du 19e siècle est foncièrement une ville d'inégalité entre les classes sociales. C'est la grande période du laisser-faire. Ça veut dire qu'à l'époque, on croyait qu'il ne fallait pas intervenir, il fallait laisser courir les forces du marché et que tout rentrerait éventuellement dans l'ordre. Donc, il n'y avait pas de planification dans la production industrielle et évidemment pas de planification dans l'aménagement urbain. L'agglomération industrielle est le résultat plus ou moins de deux forces impérieuses et aveugles. D'abord, l'appétit de profit et de confort des grandes bourgeoisies. À Montréal, ce sera notre bourgeoisie nationale, notre bourgeoisie anglo-saxonne. Ceux qui vont spéculer sur la consommation, sur la main-d'œuvre, sur l'argent et sur les terres. Évidemment, ces gens-là vont se tailler un habitat fantastique dans des quartiers splendides autour du Mont-Royal. Ce sera à Montréal de 1000 carrés dorés. Et nous allons revenir d'ailleurs au cours de la 9e émission sur cet endroit privilégié. Il y aura aussi ce qu'on appelle la bourgeoisie régionale, surtout des anglophones, quelques francophones. Celle-ci sera mieux répartie dans la ville, mais ça constituera quand même une classe privilégiée. Et l'autre classe, c'est vraiment une société à deux paliers, là. C'est les hordes humaines, la classe des travailleurs, ceux qui sont en quête de la nourriture quotidienne, qui sont mal rémunérés parce qu'ils sont trop nombreux, il n'y a pas suffisamment de compétition, ils sont peu qualifiés. Alors à Montréal, comme ailleurs, ces gens-là sont soumis à de très longues heures de travail, leur salaire est presque ridicule, on exploite les femmes et les enfants comme main-d'œuvre à bon marché. Ce n'est pas effectivement typique à Montréal, c'est tout le 19e siècle qui est comme ça, mais peut-être un peu plus marqué dans les classes pauvres montréalaises. Dans les quartiers industriels comme Sainte-Anne, Saint-Gabriel, Sainte-Cunégonde, Saint-Henri, l'environnement urbain est assez déplorable. C'est un mélange d'industries polluantes, tant par la fumée que par le bruit, avec des habitations qui sont très sommaires. Et dans l'ensemble, il n'y a pas d'aménités urbaines, dans le sens qu'il n'y a pas d'intervention du public pour améliorer ces conditions-là, ne serait-ce que sous forme de parcs.
Nous avons une étude sociologique qui a été produite en 1897 et qui porte le titre de City Below the Hill. Elle porte sur un territoire de 1 000 carrés qui en partie était dans le quartier Sainte-Anne et en partie dans le quartier Saint-Antoine. Cette étude a été faite par un nommé Herbert Brown Ames, qui était un industriel de la chaussure et comme beaucoup de patrons à l'époque, c'était un réformateur social dans le sens qu'il était préoccupé par les mauvaises conditions des gens et cherchait des moyens de les améliorer. Cette étude est un témoin de ce type d'habitat industriel, à la fois l'habitation et l'environnement urbain, et on peut voir à quel point que ça laissait à désirer par rapport aux conditions que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, l'étude montrait que plusieurs rues avaient des densités qui variaient entre 500 et 750 habitants à l'hectare. Si on compare aujourd'hui, la densité moyenne de la ville de Montréal est entre 100 et 125 personnes à l'hectare. Alors, on voit une énorme densité pour l'époque. Deuxièmement, la moitié des logements étaient surpeuplés. Ça veut dire qu'il y avait plus qu'une personne qui vivait par pièce. Et par pièce, on entend le salon aussi bien que la cuisine. Ça veut dire qu'on pouvait avoir un endroit de 3 pièces où vivaient 6 personnes. Troisièmement, la moitié des logements n'avaient pas de toilettes à l'intérieur. La plupart de ces logements-là avaient des toilettes dans les cours arrière. On peut se rendre compte qu'est-ce que ça représentait durant l'hiver. Quatrièmement, une bonne partie de ce secteur-là, qui était nommé symboliquement de Swamp et qui comprenait 15 000 résidents, n'avait que pour espace vert que le square Richmond. Alors, le square Richmond, n'avait qu'un demi-hectare. Alors, vous voyez, un demi-hectare d'espace libre pour 15 000 personnes. Et ceci, évidemment, se reflétait dans le taux de mortalité. Dans le secteur d'études, le taux était de 22 personnes, 22 personnes et demie sur 1000 personnes, avec des rues de pointe là, à 40 à 44 morts par 1000 personnes, et à comparer au quartier riche, où ce taux était environ de 13 personnes par 1000, vous voyez cette inégalité entre ceux qui étaient comblés et ceux qui avaient de la difficulté à vivre. Autrefois, c'était ici les confins du faubourg. Les dernières maisons de Saint-Henri apparaissaient là, face à des champs vagues. Un air presque limpide, presque agreste, flottait autour de leurs pignons simples et de leurs jardinets. De ce bon temps, il n'est resté à la rue Saint-Ambroise que 2 ou 3 grands arbres, poussant encore leurs racines sous le ciment du trottoir. Les filatures, les élévateurs à blé, les entrepôts ont surgi devant les maisons de bois, leur dérobant la brise des espaces ouverts, les emmurant lentement, solidement. Il y avait peu d'équipements collectifs dans ces quartiers industriels. Par exemple, Saint-Cunégonde va être dépourvu d'aqueduc jusqu'en 1879 et sans égout jusqu'en 1887. La ville de Montréal, par contre, à l'époque, était quand même assez bien équipée. On peut prendre l'exemple de l'égout collecteur Williams, qui existe toujours sous la place Diouville et qui avait été fait à cette époque pour canaliser, entre autres, l'ancienne rivière Saint-Pierre. On voit à l'écran des images de cet égout collecteur. L'absence d'infrastructures publiques provenait de l'incapacité financière de ces petites villes, de cette petite municipalité, pour payer des équipements décents. Et ce qui va amener l'annexion graduelle de ces anciens faubourgs, de ces petites municipalités à Montréal. Il serait beaucoup trop long d'énumérer ces annexions. On sait qu'entre 1883 et 1918, il va y en avoir environ une trentaine, incluant l'annexion de municipalités populeuses, industrieuses, telles que Saint-Henri, avec 21 000 habitants, et le quartier Saint-Louis, qui va devenir le quartier Saint-Louis plutôt, avec 35 000 habitants, et des annexions d'anciens villages avec quelques milliers d'habitants, comme Côte-des-Neiges et Villeray. Avec ces annexions, Montréal va abandonner le territoire qu'elle possédait en 1792. Rappelez-vous, là, ce grand rectangle qui serait borné aujourd'hui par la rue Atwater à l'ouest, la rue des Pins au nord et la rue Iberville à l'est, pour gagner plus ou moins le territoire qu'on va lui connaître maintenant.
Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la petite ville qui était confinée sur le coteau Saint-Louis? Les transformations sont profondes, transformations vraiment là, de base morphologique profonde. Cette ville confinée sur le coteau Saint-Louis va se vider de ses résidences et de ses fonctions sociales pour accueillir presque uniquement les fonctions commerciales et administratives. Et ces fonctions vont finir par occuper totalement tout le coteau Saint-Louis. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ensemble de l'agglomération est en train de se spécialiser entre des secteurs de production, qui sont les quartiers industriels, les secteurs de consommation, qui sont les quartiers résidentiels, et les secteurs de gestion, qui est le centre-ville. Et le centre-ville est en train de se prendre naissance là, sur l'ancienne ville du coteau Saint-Louis. Ainsi, la rue Saint-Paul, qui était l'artère de commerce détail durant la période pré-industrielle, devient l'artère de commerce en gros et des entrepôts durant la période industrielle. Tout simplement parce que c'est l'artère qui est la plus proche du port et des rails. Le commerce de détail, lui, va progresser vers le nord. D'abord vers la rue Notre-Dame, puis la rue Saint-Jacques. Il va dévier vers la rue McGill. Le square Victoria va attirer beaucoup le commerce un certain temps, vers la fin du 19e siècle, et sous l'impulsion des marchands comme Morgan, Burks, Ogilvy et Dupuis, le commerce va sauter directement sur la rue Sainte-Catherine à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce qui est à retenir, et on va revenir de toute façon, le square Philippe, c'est lui qui attire ces marchands-là. Morgan va partir du square Victoria au square Philippe en 1891 et Burks va partir aussi du square Victoria au square Philippe en 1894 et comme vous le savez, ces deux magasins sont toujours autour du square Phillips. La rue Saint-Jacques, celle qui avait été prolongée selon le plan des commissaires, elle se vide complètement du commerce de détail et des résidences pour accueillir les banques, les institutions financières, les journaux. On l'appelle la Wall Street, pas uniquement de Montréal, mais de tout le Canada. Pourquoi la Wall Street? C'est qu'on fait référence à Wall Street à New York, qui est l'artère commerciale financière par excellence de New York, alors que Montréal, l'artère des banques par excellence et financière, c'est l'artère Saint-Jacques. Apparaît l'Hôtel de Ville, apparaît le palais de justice, les postes, le commerce de gros, les finances, et tout ceci là, transforme complètement la ville pré-industrielle en ce qu'on appelle une cité typique du 19e siècle. Ça fait référence, si vous voulez, à la cité de Londres. Donc, c'est un centre-ville, c'est là où se concentrent toutes les activités commerciales de gros, les activités de finance, les activités bancaires, et tout le reste va vers l'extérieur. Comme va vers l'extérieur les résidences des riches, qui au départ n'étaient pas tellement loin, mais ils vont sauter au-dessus de la terrasse pour se regrouper autour du Mont-Royal. Ça sera notre fameux 1000 carrés doré, de Garden Square Mile, limité par le boulevard de Chester, aujourd'hui René Lévesque au sud, la rue Guy à l'ouest, l'avenue des Pins, ou si vous voulez, les flancs du Mont-Royal au nord, et l'avenue du Parc à l'est, avec la rue Sherbrooke qui sera la rue d'élégance, la rue des boutiques riches, la rue des hôtels comme le Ritz-Carlton, et on va la surnommer à ce moment-là la 5e avenue de Montréal. Ça veut dire par référence toujours à la 5e avenue de New York. Alors vous voyez que New York sert toujours de référence à Montréal durant cette époque. On s'en rend bien compte, Montréal, durant la période victorienne, n'est plus le reflet de la domination de la classe des seigneurs. Les Sulpiciens ont d'ailleurs renoncé, en théorie, ce n'est pas toujours en pratique, à la propriété de l'île de Montréal en 1838. Ils avaient constitué la classe dirigeante sous le régime français. Ils vont même tenter de se perpétuer comme classe dirigeante après la conquête en s'alliant avec les nobles anglais, avec la classe Tory anglaise, mais les uns comme les autres vont être obligés de s'effacer devant la montée de la bourgeoisie nationale et régionale. Durant l'époque précédente, les deux monuments peut-être les plus
typiques ont été la succession des deux églises Notre-Dame près de la place d'Armes. Durant la période victorienne, c'est désormais la bourgeoisie qui s'accapare de l'architecture. Ainsi, l'Aldred, cet édifice à bureaux qui se trouve du côté est de la place d'Armes, est désormais plus haut que les clochers de l'église Notre-Dame. L'hôtel de ville, comme nous allons le voir, va écraser de son opulence et de son échelle le pauvre petit château de Ramsay. Les gares, comme les gares Bonaventure, Vigée et Windsor, vont concentrer plus de gens que la place d'Armes et le Champ de Mars. Donc, nous arrivons à une architecture qui va être de plus en plus complexe, certainement plus complexe que celle de la période précédente. Les transformations dans le domaine de la production, des transports, des communications et l'urbanisation massive vont amener des problèmes nouveaux et va forcer l'architecture à développer des fonctions nouvelles. Ainsi, pour la première fois, le grand entrepôt va apparaître comme fonction architecturale. Va apparaître aussi l'édifice totalement commercial. Avant, c'était des édifices qui étaient commerciaux au rez-de-chaussée et résidentiels à l'étage. Maintenant, ce sont des édifices commerciaux. Apparaît l'usine, apparaît la gare. Pour la première fois, les immeubles vont monter en hauteur. 4 ou 5 étages au début, c'est le maximum ce que les gens veulent bien monter, mais dès qu'apparaît l'ascenseur, apparaissent les premiers gratte-ciels, 8, 9, 10, 12 étages. Sauf pour les riches, l'habitation va même perdre son caractère familial. Elle va devenir un produit de consommation soumis à la rentabilité économique. C'est là que vont apparaître les standards, c'est là que va apparaître la préfabrication industrielle. Par exemple, nous allons voir au cours de la 9e émission l'habitation type à Montréal, qui est un produit typique d'une société industrialisée. Évidemment, l'architecture n'est pas que fonctionnelle, n'est pas que technique, elle est aussi forme et esprit. Du côté des Canadiens français, ceux qui étaient issus de cet univers rural et qui vont se retrouver dans la ville, ils vont essayer de perpétuer leurs valeurs traditionnelles. Ils ont très, très peu de pouvoir, ce qui explique qu'il y aura très peu d'édifices publics de prestige, sauf peut-être le Monument national, et qui sera assez prétentieux. Pour le reste, ils vont s'exprimer dans les églises paroissiales. Et il faut bien reconnaître que leur production architecturale est quand même, disons moyenne, est quand même assez médiocre. Sauf qu'encore exception, toutes les églises de Victor Bourgeot, sans être des chefs-d'œuvre, sont des reflets d'une très bonne architecture. Par contre, les banques, les édifices commerciaux, les gares, les résidences des riches vont refléter les idéaux de la grande et de la moyenne bourgeoisie, et on sait que cette bourgeoisie-là est surtout anglophone. Quels sont les caractères culturels des anglophones? Retenons d'abord qu'au rationaliste du 18e siècle va suivre le romantisme du 19e siècle et que la période victorienne va opposer à ce rationalisme de la période classique là, un déferlement de passion, de sentiments et d'émotions. Les Victoriens sont des gens très conscients de leur individualité, très conscients de leur personne. Ça sera des gens attirés vers l'architecture, mais non pas en fonction de ces critères objectifs d'ordre, d'harmonie et de beauté, mais avant tout comme un moyen de traduire leurs vertus, leurs forces, leur individualité, leur prospérité. L'architecture deviendra une architecture de symboles, de réalité. Ainsi, Augustus Welby Pugent, qui est un Britannique de l'époque, va associer à sa passion pour le catholicisme l'architecture gothique, et il va faire beaucoup pour faire émerger l'architecture néo-gothique. La Cambridge Camden Society, qui est une association de personnes savantes, va essayer de faire revivre la ferveur religieuse du Moyen Âge en stimulant un style architectural qui est un style gothique, des médres néo-gothiques, et ces gens-là essayaient uniquement par des symboles de faire revivre cette ferveur du Moyen Âge. À Montréal, Monseigneur Bourgette, archevêque de Montréal, va essayer de montrer l'attachement des Canadiens français pour le siège de Saint-Pierre de Rome en copiant la basilique de Saint-Pierre. Il s'agit de l'église Marie, Reine du Monde, que nous avons actuellement en bordure du square Dorchester, anciennement de Miami. Les symboles architecturaux vont être puisés dans les styles historiques passés, les styles grecs, les styles romains, les styles byzantins, gothiques, jusqu'au baroque. Au début, on va essayer de respecter l'intégrité de chacun des styles, mais avec le temps, vers la fin du 19e siècle, on va mélanger tous les styles dans des effets, à l'occasion même absurdes, d'effets visuels et de pittoresques.
Ceci peut surprendre pour une société qui a jeté sur le Saint-Laurent le pont Victoria, qui était quand même un pont tubulaire en fer très, très moderne, et que ces gens-là ont pu se complaire dans le style néo-gothique de Christchurch, ou encore dans ces modèles de châteaux de la Loire représentés par la gare Vigée. Ceci s'explique parce que ces nouveaux riches, une nouvelle bourgeoisie n'a pas de racines culturelles. Il faut se rendre compte que ça a pris des siècles avant que la culture des nobles puisse se pétrir et aboutir à ce fameux classicisme que nous avons vu ensemble. Mais dès que ces nobles sont remplacés très souvent par des gens qui n'ont aucune culture, qui commencent dans la vie, disons, avec très peu de moyens et qui deviennent, disons, des possédants, eux vont aller chercher l'éducation où? Dans les récits. Alors, ils vont prendre connaissance de l'architecture dans les récits, par les gravures. N'oubliez pas que l'imprimerie, quand même, permet aux gravures de circuler à l'époque, par les voyages, c'est quand même des gens qui vont voyager, par les recherches archéologiques, donc les résultats vont être connus. Donc, ce sont des gens là qui se forment eux-mêmes. Et cette bourgeoisie-là est une bourgeoisie qui est très nostalgique, dans le sens qu'elle va être plus britannique que les Bretons eux-mêmes. N'oubliez pas que les bourgeois de Montréal ne se considéraient pas comme une minorité dans le grand continent. Ils se considéraient comme des fiers membres du Grand Empire britannique, qui était le meilleur empire et le plus grand que le monde n'avait jamais vu. Alors, ceci explique qu'ils vont prendre leur source de modèles architecturaux en Grande-Bretagne. Lorsqu'est construit le Parlement d'Ottawa, on va tout simplement prendre le style néo-gothique des House of Parliament de Londres et on va le mettre à Ottawa. La même chose, lorsque les bourgeois anglais vont construire Christchurch sur la rue Sainte-Catherine, ils vont suivre d'une façon très, très fidèle les préceptes de la Cambridge Camden Society. Et même lorsqu'ils vont faire un geste révolutionnaire, en jetant le pont Victoria au-dessus du fleuve, là, ils vont copier tout simplement le Britannia Bridge qui se trouvait au-dessus du Menai Strait plutôt, dans le pays de Galles. Donc, l'architecture de Montréal est une copie de la Grande-Bretagne, mais pas une copie exacte, dans le sens qu'elle va à l'occasion meilleure, parfois et plutôt souvent pire, dépendant des œuvres. Chose certaine, plus on s'approche vers le 20e siècle, plus l'influence des Américains est très, très présente. Si on donne un portrait d'ensemble, on peut dire que l'architecture victorienne est à la fois moins sobre, mais plus flamboyante et à l'occasion plus vulgaire qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et c'est l'historien Arthur Lauer qui nous fournit plus ou moins la raison. C'est qu'il dit Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est un Shanghai canadien, c'est un centre très cosmopolite, c'est un lieu où on brasse beaucoup d'affaires, beaucoup d'idées. C'est là que se lancent les gens qui ont très peu de fortune, mais qui veulent faire fortune. Et lorsqu'ils ont fait fortune, ils sont très anxieux de montrer leur réussite à travers leur architecture. Et on verra que le 1000 carrés dorés sera effectivement un reflet de cette nouvelle bourgeoisie, de ces nouveaux riches. Donc, à partir de la prochaine émission, nous étudions l'architecture victorienne par séquence. Ça veut dire que l'architecture publique et religieuse, on la verra au cours de la 7e émission, l'architecture commerciale au cours de la 8e émission, et au cours de la 9e émission, nous parlerons de l'architecture domestique pour finir avec l'héritage victorien au cours de la 10e émission.